Santé, hépatite, le Mali toujours en zone à forte endémicité. Le 28 juillet marque la journée mondiale de lutte contre les hépatites. À cette occasion, le ministère de la Santé rappelle que les hépatites B et C affectent une bonne partie de la population. Le Mali vient de lancer sa 31e campagne nationale de reboisement. Chaque année, près de 100 000 hectares de forêt disparaissent, mettant en péril nos ressources et notre environnement. Pour en parler et comprendre les enjeux de cette initiative, nous sommes avec le colonel Amadou Ousmane Sidibé, chef de division conservation des eaux, des sols et de biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. Il est l'invité de ce journal. En Côte d'Ivoire, où se déroule l'Afro-Basket féminin 2025, le Mali a démarré la compétition par une victoire serrée face au Soudan du Sud. Nos représentantes se sont imposées de justesse. Mesdames et messieurs, bonsoir. Un mot de santé pour ouvrir ce journal. Le 28 juillet est célébrée la journée mondiale de la lutte contre les hépatites. Selon des données communiquées par le ministère de la Santé, au Mali, les formes B et C de l'hépatite touchent entre 12 et 13% de la population. Assitoumani Koulibaly. Ce lundi 28 juillet, le Mali commémore la journée mondiale de lutte contre l'hépatite. Selon le ministère de la Santé, le taux de prévalence de cette pandémie est relativement élevé. L'analyse des situations des hépatites virales au Mali, faite en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé en avril 2020, la prévalence de l'hépatite B était estimée à 12,1%, soit 2 500 000 personnes infectées, et celle de l'hépatite C à 1,3%, soit 300 000 personnes infectées. Ces données alarmantes, communiquées par le ministre de la Santé sur la chaîne nationale, confirment que cette maladie est bien un tueur silencieux. Selon les spécialistes, l'hépatite est une inflammation du foie qui conduit à la destruction des cellules hépatiques. Elles sont généralement causées par des substances toxiques ou des virus. Il existe plusieurs types d'hépatites, virales ou non virales. Les formes les plus répandues sont les hépatites B et C, qui ont des modes de transmission presque similaires. Il s'agit de la transmission à partir du sang et des produits dérivés du sang, aussi bien pour le B que pour le C, mais c'est beaucoup plus le C. Il existe autre mode de transmission, c'est la voie sexuelle. Autre mode de transmission, c'est le mode vertical, la mère à l'enfant. Donc toute femme infectée par le virus de l'hépatite B, en général, transmet le virus à sa progéniture dans plus de 43% des cas. Et le C, la transmission verticale, c'est à peu près 5%. Bien que les hépatites ne soient pas héréditaires, elles peuvent être transmises par différentes voies, comme l'a précisé notre spécialiste. Il est également important de savoir que la maladie peut être soignée si l'on respecte le protocole de soins conseillé par les professionnels de santé. L'hépatite B, nous avons également des critères d'éligibilité au traitement et lorsque le patient remplit ces critères-là, donc nous le mettons sous traitement. Et il faut dire qu'il existe un traitement à la fois très efficace contre le virus de l'hépatite B et contre le virus de l'hépatite C. Madame Sidibé Fatoumata Guindo, qui souffre d'hépatite C, est vice-présidente de l'association SOS Hépatite Mali. Pour elle, chacun devrait se faire dépister car c'est le meilleur moyen de prévention. Le dépistage pour les femmes enceintes est particulièrement vital. Dès que tu es dépisté négatif, tu prends les précautions pour au moins éviter l'hépatite B. Ça, c'est automatique. Surtout la transmission mère-enfant, c'est automatique. C'est pourquoi je pense que c'est déjà en train d'être pris en charge, que ça soit automatiquement que toutes les femmes enceintes soient dépistées de l'hépatite. Le Mali est résolument engagé dans la lutte contre les hépatites virales, désormais considérée comme une priorité nationale.
Un plan stratégique national a été adopté par les autorités visant à réduire de 50% la mortalité et la morbidité liées à la maladie. À noter qu'à l'instar de la forme C, le vaccin contre l'hépatite B est disponible au Mali. Les autorités exhortent les populations à se faire dépister. Le Mali a lancé sa 31e campagne nationale de reboisement sous le thème « Plantons des arbres pour réparer nos terres et lutter contre les déserts ». Chaque année, notre pays perd près de 100 000 hectares de forêt, une situation alarmante qui menace notre environnement et nos ressources. Pour en parler et mieux comprendre les enjeux de cette opération, nous recevons aujourd'hui le colonel Amadou Ousmane Sidibé. Il est chef de division conservation des eaux, des sols et de biodiversité à la Direction générale des eaux et forêts. Bonsoir colonel et bienvenue à vous. Merci madame, bonsoir et vraiment merci de nous donner l'opportunité de parler de la campagne de reboisement 2025. Alors je viens de le dire, le Mali perd chaque année 100 000 hectares de forêt. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, au fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord les facteurs liés à l'agriculture. Donc chaque année, il y a des gens qui déboisent une bonne partie des terres pour pouvoir installer des nouveaux champs. Et il y a l'orpaillage, par exemple, et les activités minières que certaines sociétés se donnent comme activité à faire, mais souvent, ce n'est pas récompensé. Et il y a plusieurs autres activités qui peuvent vraiment dégrader les terres et amener la dégradation des terres et puis la désertification. Parlant de la campagne proprement dite, comment comptez-vous atteindre l'objectif de 41 millions de plantes? Bon, effectivement, c'est 41 millions de plantes généralement, ce sont les producteurs privés qui produisent les plants. Donc, généralement, c'est eux qui nous donnent les chiffres des plants qu'ils doivent produire. Donc, c'est en fonction de ça que nous faisons toutes les prévisions. Parce que la production de plants étant privatisée, donc c'est des privés qui vraiment font la production des plants. Alors, en quoi la digitalisation, on parle maintenant de gestion des forêts, en quoi la digitalisation et la réforme législative vont-elles changer la donne? Bon, la digitalisation des ressources au niveau des forêts, c'est qu'on a des permis de coupe pour aller couper des bois et puis vendre et transformer et tout ça, il faut absolument prendre un permis d'abord. Donc, le paiement de ces permis et certaines d'autres activités donc vont être digitalisées et le client a vraiment la latitude de payer ça directement à partir de son téléphone. Et la campagne, elle va durer combien de temps? Bon, en fait, la campagne, c'est pour toute l'année, mais seulement comme on est en hivernage, donc c'est le moment propice pour planter parce qu'il y a moins de besoin d'eau en ce moment. Parce que si vous plantez après l'hivernage, vous serez obligé d'apporter chaque fois de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on demande aux gens de planter pendant ces deux mois, le mois de juillet, le mois d'août et jusqu'au mois de septembre, en grand nombre. Mais cela ne veut pas dire que tout le reste de l'année aussi, on peut planter si vraiment on peut apporter de l'eau et puis suivre quoi. Et quelle est la stratégie adoptée, les villes ciblées pour la campagne? C'est tous les Mali? Oui, effectivement, c'est tous les pays. C'est tous les pays, c'est aussi les efforts que le gouvernement fait, les efforts que les projets et programmes font, les efforts que les collectivités font, les efforts que les privés font. Donc, c'est l'ensemble de tout ça que nous réunissons pour vraiment faire donner les chiffres. Autre volet de cette campagne, comment comptez-vous mobiliser, sinon sensibiliser la population par rapport à la déforestation? Bon, il y a la campagne, au fait, cette sensibilisation, comme vous l'avez vu l'autre jour, comme le président a déclaré l'année 2025 étant l'année de la culture. Donc, on a fait le lancement au parc des Sofas pour associer le reboisement et puis la culture. Parce que c'est là qu'en 1883, les troupes des Samouris ont essayé de bloquer l'avancée des colonisateurs. Donc c'est pour ça qu'on a fait le lancement de la campagne sur ce site. Mais au fait, dans toutes les régions, il y aura des lancements comme ça. Et pendant ces lancements, ça va être vraiment l'occasion de sensibiliser tout le monde autour de ça, de sensibiliser les populations pour faire le reboisement, de sensibiliser les partenaires techniques et financiers, les décideurs, pour que vraiment tout le monde prenne à bras le corps pour vraiment pouvoir reboiser.
Parlant justement des partenaires techniques et financiers, qu'en est-il de les rapports, s'il y en a justement? Bon, effectivement, il y a vraiment un grand apport parce que nous avons un programme comme par exemple le PRTD, qui est un programme de restauration des terres de près de 100 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale. Nous avons également le PNUD et beaucoup d'autres partenaires d'ailleurs, des ONG, même locaux et tout ça, qui nous viennent en aide par rapport à la campagne de reboisement. Et donc, c'est quoi la vision à long terme pour la restauration durable des terres? Bon, la vision à long terme, c'est vraiment de pouvoir au moins, c'est-à-dire récupérer ce qui est perdu. Au moins, parce que chaque année, comme vous l'avez dit au début, à l'entame de votre journal, que chaque année, on perd au moins 100 000 hectares. C'est au moins de pouvoir reboiser et restaurer les choses, utiliser les autres techniques de restauration des terres pour au moins pouvoir récupérer les 100 000 hectares. Donc, si on arrive au moins à stabiliser ça, et on pourra continuer maintenant à vraiment vouloir avoir des bénéfices, comme parce que le Mali s'est fixé, le Mali a élaboré un document qu'ils ont appelé la NDT, qui est les cibles volontaires en matière de dégradation des terres. Donc chaque pays a fixé l'objectif qu'il veut atteindre d'ici 2030 et le Mali a vraiment souscrit volontairement pour dire que d'ici 2030, on va vraiment pouvoir récupérer 10 millions d'hectares de terres dégradées. Donc cela est vraiment... Donc tout le monde s'est mis maintenant pour que vraiment on puisse vraiment pouvoir retrouver ces chiffres-là. Alors un dernier mot à l'endroit de la population surtout pour accompagner cette campagne. Vraiment c'est qu'on dit à la population, vraiment il faut reboiser, il faut récupérer les terres dégradées parce qu'aujourd'hui c'est démontré au niveau international, au niveau même des Nations Unies, il y a une étude qui a montré que chaque dollar qu'on investit dans la terre, on peut récupérer au moins 7 à 10 dollars. Donc ça veut dire que si vous investissez, il n'y a aucun problème, vous pouvez vraiment récupérer votre argent. Donc ça c'est vraiment le message qu'il faut dire aux gens. Il faut que les gens investissent dans la récupération des terres parce que c'est vraiment un avenir et ça permet de regagner encore d'autres ressources. Merci colonel. Merci beaucoup madame. Cette 31e campagne nationale de reboisement rappelle que chacun de nous a un rôle à jouer pour restaurer nos terres et lutter contre la désertification. Planter un arbre aujourd'hui, c'est protéger l'avenir du Mali. Sur un tout autre plan, pour renforcer le processus d'identification des puces, l'opérateur Orange Mali a annoncé de nouvelles mesures pour la vérification des numéros enregistrés. Une situation qui a soulevé la détection d'identification des puces avec des données non conformes aux porteurs de la puce. Aminata Keita et Ibrahim Babi. Tout est parti d'un communiqué de l'un des grands opérateurs de télécommunications au Mali. Orange annonce désormais la possibilité de vérifier les numéros enregistrés en son nom via un portail web et un code USSD. Cette initiative vise, selon l'opérateur, à mieux protéger les données personnelles de ses clients et à éviter toute utilisation frauduleuse. Des situations qui n'ont pas manqué de se présenter. En effet, depuis cette annonce, la toile s'enchaîne. Des personnes découvrent avec stupeur l'identification de 1 à 2 numéros avec leurs données personnelles. Présentement, j'ai constaté qu'il y a 3 numéros enregistrés avec mes données biométriques, mais il y a un seul numéro qui est avec moi. Donc voilà, je ne suis propriétaire que d'une seule puce. Les 2 autres, j'ignore vraiment comment ça a été fait. Ça peut paraître ironique pour certains, mais en réalité, c'est un sérieux problème. Cela se produit chez les autres, mais également parmi nos proches. Djeneba Samake et Massire Diop en ont été des victimes. En plus de leur propre numéro, d'autres puces portent leurs identifications. Et j'ai bien évidemment utilisé le code en question. Et c'est là que je me suis rendu compte que 2 autres numéros différents du mien sont identifiés avec mon numéro Nina. J'ai essayé de joindre les 2 personnes qui sont identifiées avec mon numéro Nina. Il n'y a qu'une seule personne que j'ai pu joindre par téléphone. Et la personne m'a dit que c'est son numéro Nina qu'elle a utilisé. Bon, je dirais que c'est les opérateurs de téléphonie qui nous exhortent à faire qu'ils trouvent des solutions idoines à cette situation qui est inconfortable. J'ai vérifié, j'ai trouvé que j'avais 3 numéros qui étaient quand même identifiés. Bon, les 2, je les reconnaissais, mais le 3e, je ne l'ai pas reconnu. Donc, tout de suite, j'ai appelé la personne et on n'a pas eu une conversation assez fluide. Du coup, j'ai demandé à un ami qui travaillait à Orange de voir ce qu'il peut faire et il a tout de suite enlevé sur
il l'a tout de suite enlevé et en fait il l'a retiré de mon Nina. La situation est d'autant plus étrange qu'elle est difficile à expliquer. L'identification des numéros requiert l'utilisation de la carte d'identité biométrique, le passeport ou la carte Nina. Cependant, la question que tout le monde se pose est comment cela est-il possible? Toutefois, seul l'opérateur Orange Mali serait en mesure de nous édifier. J'ai rappelé Orange aussi, on m'a demandé de me rendre dans une agence, mais ça, ce n'est pas le problème. Pourquoi Orange nous demande vraiment de vérifier si toutefois nos données ont été utilisées par d'autres personnes? Je ne sais pas comment ça a été fait. Est-ce que c'est des agents de Orange ou bien il y a eu nos données qui ont été dérobées ou bien quelqu'un a essayé de pirater les bases de données de Orange? À noter qu'au Mali, sur instruction des autorités, aucun individu ne peut posséder plus de 3 numéros identifiés à son nom. Hors de nos frontières, un influenceur burkinabé, Christophe Traoré, alias Alino Fasso, est décédé alors qu'il était en détention à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Cette affaire, au contour encore flou, a suscité une vive émotion et de nombreuses interrogations, notamment sur les circonstances exactes de son décès. Djeneba Samaki. Un drame secoue la communauté burkinabé et les réseaux sociaux. Alain Christophe Traoré, alias Alino Fasso, influenceur bien connu, est décédé en détention à Abidjan en Côte d'Ivoire. Son décès, survenu le jeudi 24 juillet 2025, a été officiellement attribué à un suicide par pendaison par les autorités ivoiriennes dans un communiqué du procureur d'Abidjan en date d'hier dimanche. Rappelons que Alino Fasso avait été interpellé le 10 janvier 2025 à Abidjan. Il était poursuivi pour des accusations graves, des complots contre l'autorité de l'État ivoirien, diffusion de fausses nouvelles, rassemblement des renseignements de nature à nuire à la défense nationale dans l'intention de livrer la Côte d'Ivoire à un État étranger et espionnage. Ces accusations avaient tendu les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, le gouvernement burkinabé ayant même qualifié l'arrestation des tentatives de diaboliser le pays. Les circonstances de son décès restent floues. Selon le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Alino Fasso a été retrouvé mort dans sa cellule à l'école de gendarmerie le 24 juillet à 7h30. Les conclusions du médecin légiste indiquent qu'il se serait pendu à l'aide de son drap de lit après avoir tenté sans succès de s'ouvrir les veines du poignet. L'annonce de son décès par suicide a provoqué une onde de choc, particulièrement au Burkina Faso. Si les autorités ivoiriennes maintiennent la thèse du suicide, de nombreuses voix s'élèvent parmi les proches de l'activiste et sur les réseaux sociaux pour réclamer des explications plus détaillées. Des interrogations subsistent quant aux circonstances exactes de sa mort, certains se demandant comment un détenu aussi exposé politiquement aurait pu mettre fin à ses jours sans alerter personne. L'affaire Alino Fasso continue d'alimenter les débats et les tensions entre les deux pays et des enquêtes sont en cours pour éclaircir toutes les zones d'ombre autour de ces décès tragiques. Hors du continent cette fois-ci, le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont trouvé un accord commercial ce dimanche 27 juillet. L'accord établit un tarif de 15% sur les produits européens importés aux États-Unis. Soumaïla Fani. Les États-Unis et l'Union européenne sont parvenus à un accord commercial prévoyant des droits de douane de 15% sur les exportations européennes dimanche 27 juillet lors d'une rencontre en Écosse. La présidente de la Commission européenne est parvenue à négocier un deal de justesse avec le président américain à moins d'une semaine de l'échéance fatidique du 1er août. We have a deal. We have a trade deal between the two largest economies in the world. And it's a big deal, it's a huge deal. It will bring stability, it will bring predictability. That's very important for our businesses on both sides of the Atlantic. It's 15% tariffs across the board, all inclusive. The investments Mr. President just described. Le républicain américain avait annoncé des droits de douane de 30% sur les exportations européennes si les deux parties échouaient à trouver un accord. Pour lui, il s'agit du plus grand accord jamais conclu. We are agreeing that the tariff straight across for automobiles and everything else will be a straight across tariff of
15%. So we have a tariff of 15%. We have the opening up of all of the European countries, which I think I could say were essentially closed. I mean, you weren't exactly taking our autos, you weren't exactly taking our agriculture, and then you would have smaller things, but for the most part, it was closed. And now it's open. It's open for our companies to go in and do a good job with it. I think you'll like them. Le secteur automobile est notamment concerné par ces droits de douane à 15%, alors que l'industrie subit des surtaxes de 25% depuis le mois de mars. Bruxelles et Washington ont également décidé de lever réciproquement leurs droits de douane sur un certain nombre de produits stratégiques, parmi lesquels équipements aéronautiques, semi-conducteurs, matières premières critiques, ainsi qu'un certain nombre de produits chimiques et certaines filières agricoles. Outre les droits de douane, les discussions en Écosse ont aussi porté sur l'énergie et la défense. L'Union européenne s'est engagée à acheter pour 750 milliards de dollars de produits énergétiques aux États-Unis dans les 3 prochaines années, alors qu'elle compte se sévrer totalement de l'énergie russe dès 2028. Retour sur le continent, direction la Côte d'Ivoire où se dispute l'Afrobasket féminin 2025. L'équipe nationale du Mali a entamé sa campagne avec une courte victoire face au Soudan du Sud. Retour sur ce début accroché mais rassurant avec Moussa Traoré. Soulagement pour les Aigles dames. Pour leur entrée en lice à l'Afrobasket féminin 2025, le Mali a réussi à battre le Soudan du Sud de justesse avec un score final de 55 contre 53. Dans une salle du Palais des Sports de Trècheville bien garnie, les joueuses de Oumarou Sidiya ont dû batailler jusqu'au bout pour décrocher cette première victoire dans un match longtemps indécis. Après un début de rencontre plutôt maîtrisé, le Mali a vu le Soudan du Sud revenir au score grâce à une défense agressive et un jeu rapide en contre-attaque. Des maladresses en attaque et des pertes de balles ont presque coûté cher aux Maliennes, surtout durant le dernier quart-temps. Heureusement, Alima Dambélé a encore maintenu sa position, marquant 18 points et étant bien appuyé par Sika Kone, qui a fait preuve de solidité sous le cercle avec 7 rebonds et plusieurs paniers décisifs à la fin du match. Prochain rendez-vous pour les Aigles dames, le Cameroun. Coup d'envoi ce soir à 21h pile au Palais des Sports de Trècheville, un adversaire redoutable qu'il faudra battre pour confirmer ce premier succès et espérer décrocher la première place du groupe B. En 2021, le Mali a empêché le Cameroun d'atteindre sa première finale depuis 2015 en s'imposant 52-51. Tous derrière nos représentantes. Point final à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir à tous et à demain.